Donc Blandine, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous en 3 mots? Si vous pouviez vous définir en 3 mots. Et puis aussi 3 mots pour résumer votre expérience. Mais vraiment 3 mots, m'a dit William. Merci. 3 mots, je dirais innovation, entrepreneuse et à l'écoute. Enfin, même si à l'écoute, il y a 3 mots, j'accepte. Et pour résumer 3 mots, pour rémuser votre expérience? J'ai été avocat, directeur juridique et secrétaire du conseil dans des groupes cotés pendant une vingtaine d'années. Et depuis 12 ans, j'ai évolué vers le recrutement et le conseil en gouvernance en créant mon cabinet, enfin en étant chez Boydon d'abord et en créant mon cabinet de recrutement il y a une dizaine d'années, ou 11 maintenant, qui s'appelle BCB Partners, et nous déclinons 2 offres, une de recrutement dans les fonctions qui sont notre cœur d'expertise, gouvernance, juridique, risque, compliance, et j'ai en parallèle refondé le cercle de la compliance il y a 11 ans maintenant, et j'ai aussi développé une offre d'évaluation de conseil d'administration et de comité de direction, puisque je recrute des administrateurs et qu'à ce titre, je voyais un certain nombre de dirigeants ou de membres de conseil d'administration, et donc nous conseillons les entreprises sur l'organisation et le fonctionnement de leurs instances de gouvernance. Ouais. Et c'est pour ça, sur cette base, que j'ai contribué à un livre l'an dernier, Donner du souffle à votre gouvernance, parce que ça évoque ces sujets-là, des instances de gouvernance. Une expérience intéressante. Alors, comment est-ce que vous pouvez mettre en relation votre expérience avec les 3 mots que vous avez mentionnés, innovation, entreprendre, entrepreneuse? Quel est le lien, tout ça? La soif d'apprendre, la soif d'échanger, la soif d'écouter et la soif de faire évoluer. Faire évoluer l'organisation, faire évoluer le fonctionnement, faire évoluer les hommes. J'ai toujours adoré recruter les équipes, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai évolué vers le recrutement, parce que j'avais adoré recruter les équipes. Et j'adore manager et faire bouger les lignes. Et même dans la compliance, dans ce qu'on recrute, dans les personnes qu'on recrute, ce ne sont pas des compliance au sens de la conformité réglementaire pour qu'on applique les règles. C'est vraiment faire changer l'organisation du groupe pour que les personnes prennent conscience de l'importance du sens que l'on donne à son action. On parlait tout à l'heure de la raison d'être, c'est vraiment, ça en fait vraiment partie. Et que plus les personnes comprendront pourquoi il faut faire les choses comme ceci et comme cela, et moins il y aura besoin de process. Et je pense que dans les banques, la conformité est en place depuis 20 ans, 30 ans. C'était surtout de la conformité réglementaire, on tick the box. Aujourd'hui, dans les groupes, on n'est surtout plus dans le tick the box, on est passé à l'étape suivante, où on met en place une compliance opérationnelle, et si possible, le plus possible aligné avec la stratégie de l'entreprise, avec la réflexion stratégique de l'entreprise, pour que justement ce soit intégré dans l'organisation, dans la vision stratégique, et que derrière les opérationnels déclinent la vision stratégique en appliquant la compliance. Donc, ce que j'entends, c'est qu'au-delà de la compliance, au-delà de l'évolution, il y a une question humaine qui est de plus en plus prégnante et qui vous a été votre bouteille, si je peux m'exprimer, par rapport à la soif tout au long de votre carrière. Absolument, ça m'anime. C'est vraiment l'évolution de l'humain et m'anime. Et c'est vrai que à l'appui de nos recrutements, on utilise des tests de personnalité hyper riches. Donc j'adore les analyser avec les candidats, avec les clients, pour voir justement ce qui est derrière la personne, enfin ce qui apparaît derrière la personne telle qu'elle se montre, et le potentiel d'évolution. Et là aussi, les personnes qui sont en repositionnement et qui viennent, on a des échanges très riches en disant il y a ceci, il y a cela, ça peut vous donner ceci. Et puis, même à l'appui des offres d'évaluation de conseil et de comité de direction, on a d'autres outils qui permettent justement de dire que telle personne a un focus stratégie, un focus organisation, un focus process, un focus
RH, et ça permet aussi de faire évoluer les personnes, et notamment les directeurs financiers, par exemple, qui ont toujours été dans une expertise hyper financière, mais qui, à la lecture de cet outil, depuis 20 ans qu'ils sont dans la direction financière, auraient avantage à évoluer vers plus de stratégie, avec une vision stratégique, une vision plus globale, au lieu de rester enfermé dans l'expertise. Donc c'est très riche. Alors justement, pourquoi avoir participé à ce livre, donner du souffle à votre gouvernance, dont le projet a été initié par Daniel Boss, qui est le cabinet Stratégie. Oui. On avait proposé à Daniel de venir ce soir, et malheureusement il doit être à Lille demain matin, donc c'était trop. Et on prépare un séminaire la semaine prochaine, donc il y a un moment où il faut dire stop avant que ce soit trop plein. Mais Daniel Boss est effectivement celui qui justement est le fondateur de Stratégio et le fondateur de l'outil dont je viens de parler, et qu'il a fondé, qu'il a créé il y a 20 ans, 15 ans, et c'est cet outil très puissant que j'évoquais tout à l'heure, où justement ça permet vraiment de capter la réalité et le potentiel des personnes, et donc de faire évoluer l'homme tel qu'il apparaît. Et donc ça fait 3-4 ans qu'on travaille beaucoup ensemble, puisqu'à l'appui des évaluations que j'organise, je lui en parle parfois, je lui parle en tout cas des sujets, même si c'est confidentiel, je lui parle de mes problématiques ou de mes analyses pour échanger. Et donc il avait déjà écrit un premier livre il y a 2 ans, 4 ans, du même genre sur la gouvernance, et donc il m'a demandé de contribuer à cette nouvelle édition avec Leonardo Veneziani, qui est l'un de ses cofondateurs de Stratégio, qui est un docteur en psychologie italien, français, brillantissime, génial, et qui connaît vraiment beaucoup l'homme dans sa complexité et dans son humanité, donc il est passionnant, avec la verve italienne, donc il en parle très très bien. Et Florence Zobrer, qui est juriste et qui du coup apportait aussi son éclairage juridique sur ces sujets-là. Donc on a écrit ce livre à 8 mains, et c'était une aventure pas facile, parce que c'était au début du confinement l'an dernier, et donc on était un peu frustrés de ne pas pouvoir faire les entretiens qu'on avait envisagé de faire pour rédiger ce livre, mais en même temps on avait beaucoup de matière, et le fait d'avoir 4 prismes très différents était très riche d'échanges dans nos visios et de complémentarité d'approche et d'analyse pour alimenter, agrémenter, construire le plan du livre sur les différents sujets. Alors c'est un livre qui fait 600 pages. Heureusement il y a des annexes, il n'y a pas 600 pages. C'est un petit clin d'œil, parce que tout à l'heure nous avons une conférence avec Pascal Durand-Barthez sur effectivement le guide de gouvernance des sociétés, qui fait 840 pages. Oui, moi on est plus joueurs. Vous êtes tout le monde, on va dire que vous êtes, pour cette édition-là, vous êtes plus raisonnable. Et donc dans cet ouvrage, l'avant-propos est rédigé par Patrick Bertrand du MEDEF. Et donc il évoque dans son article la révolution, je dirais la révolution de la RSE. Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on partage souvent avec Viviane, et on est très en ligne avec cette approche. Alors, parmi toutes ces évolutions, toutes ces révolutions, laquelle, selon vous, ou lesquelles, selon vous, semblent les plus importantes? Est-ce que quand on parle de révolution aujourd'hui, on va parler du climat, du changement climatique, de la mixité dans les entreprises, du rôle des salariés qui est grandissant, et on en a parlé tout à l'heure aussi, et puis du rôle sociétal de l'entreprise. Est-ce que c'est un élément qui change? Est-ce que c'est une composante de plusieurs éléments? Je pense que c'est tout à la fois. Et ce dernier élément de l'engagement sociétal de l'entreprise recoupe les autres. Et c'est parce que justement l'écosystème de l'organisation, l'écosystème de l'entreprise, l'écosystème des parties prenantes dans leur intégralité, je dirais, évolue, qu'il faut que l'entreprise les appréhende, les intègre et fasse évoluer sa stratégie en prenant en compte tous ces éléments-là. Donc c'est l'un plus l'autre plus que le suivant, et qui font que l'entreprise doit
les prendre en considération. Donc l'entreprise n'est plus seule, elle doit prendre en compte l'ensemble de ces parties prenantes qui effectivement ont aussi des attentes qui sont différentes. Et au cours du parcours de formation des women qui sont présentes, la prioritarisation des parties prenantes est un sujet qui a pas mal été donné lieu de débat. Et justement à ce propos, dans le guide, vous citez le Centre des jeunes dirigeants qui a une définition assez particulière, assez intéressante des parties prenantes que je vais vous dire. Apprenantes, comprenantes, co-entreprenante, omniprésente, surprenante, entreprenante. Alors, derrière ces mots, on pourrait penser qu'il y a une certaine plaisanterie, mais il y a quand même une réflexion intéressante. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, je trouve que c'est une réflexion de fond. J'ai rédigé cette partie et j'avais trouvé ça très intéressant parce que les parties prenantes, elles sont très complémentaires. Alors, il y en a notamment les syndicats qui, historiquement, étaient les empêcheurs de tourner en rond en France, mais pas en Allemagne, par exemple, où on co-construit avec les syndicats et c'est beaucoup plus positif, constructif et vertueux. Le rôle des syndicats en France est en train de changer, à la fois parce que les syndicats baissent en termes de puissance, parce qu'ils ont été tellement contre-productifs qu'il y a un moment où ça s'est retourné contre eux, et en même temps, c'est aussi une formidable opportunité justement de changer complètement la relation qu'on peut avoir avec les syndicats. Moi, je me souviens quand j'étais directeur juridique et secrétaire de conseil, quand il fallait demander l'autorisation des syndicats avant les opérations de fusion, d'acquisition ou d'opérations sur structure, c'était hyper important d'être très positif avec eux et de les embarquer dans la réflexion et dans la décision pour avoir un go et éviter le no-go. Et donc, pour moi, c'est absolument fondamental de faire des partenaires constructifs qui vont accompagner la décision et accompagner l'adhésion de l'ensemble des salariés et aujourd'hui de l'organisation et des parties prenantes dans une opération. Donc, toutes ces parties prenantes qui ont ces rôles différents représentent aussi la complémentarité, la diversité, la variété du rôle des parties prenantes, de la variété aussi de maturité des parties prenantes, du rôle qu'elles peuvent avoir à jouer vis-à-vis de l'organisation et de leur implication dans l'organisation. Mais c'est aussi parce que certaines parties prenantes sont un poil à gratter de l'organisation que leur esprit critique positif fait évoluer l'organisation, remet en question le statu quo et donc fait bouger les lignes. Donc c'est dans les deux sens. On ne peut pas s'en exonérer. Et on voit aussi le rôle important de ces parties prenantes à l'aune du fait qu'un certain nombre de groupes ont créé, enfin pas beaucoup, des comités des parties prenantes, comme Michelin qui a créé ce comité et qui vraiment leur donne un rôle très important en amont d'un certain nombre d'opérations pour entendre ce qu'ils ont à dire, quelle est leur perception sur tel ou tel sujet, et intégrer justement l'apport que peut apporter telle ou telle partie prenante, et notamment les communes, l'État et toutes les parties prenantes qui interviennent auprès d'une organisation pour que la décision soit prise en connaissance de cause de l'ensemble des paramètres qui doivent gouverner la prise de décision. Merci. Alors c'est vrai que Michelin est assez précurseur sur cette question-là. Donc est-ce que je peux résumer mon propos en disant que la transformation de la société de demain, cette évolution, elle ne se fera pas sans les parties prenantes et qu'aujourd'hui on a face à nous des parties prenantes, entreprenantes, omniprésentes et surprenantes, donc je dirais aussi, et il faut compter sur elles pour demain. Les parties prenantes surprenantes, ce sont aussi les ONG qui font bouger les lignes et elles sont surprenantes par leur prise de position, mais c'est aussi parce que ces prises de position sont parfois dures qu'elles font bouger les lignes. Il y a toujours ou que l'entreprise est obligée de bouger avant qu'elle soit obligée de faire bouger les lignes par les parties prenantes. Alors Viviane a choisi la prochaine question car elle participe sur la chaîne Bismart à un débat qui porte sur un sujet qui lui tient à cœur, qui est l'articulation entre l'éthique et la compliance. Alors, la question facile, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut articuler ces deux concepts. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans les grandes sociétés essentiellement
les fonctions de responsable d'éthique liées à la compliance, les postes de compliance officer ou de directeur de la RSE. Est-ce qu'en fait, il en faudrait un dans chaque société? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être pris en charge par d'autres départements ou par le conseil? Alors, c'est tout à la fois. On recrute dans ces fonctions depuis 12 ans. On voit bien l'évolution de ces fonctions depuis 10 ans et l'évolution aussi des directions générales et des conseils d'administration par rapport au rôle et à l'importance de ces fonctions. Il y a 10 ans, on avait l'impression, et surtout quand on a cofondé le cercle de la compliance en parallèle, on avait vraiment l'impression de militer, on nous prenait pour des militantes. J'ai surtout avec Catherine Delay, qui était la présidente du cercle, des militantes sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on voit bien que les entreprises ont mûri et que ce n'est plus une option. Il y avait la loi Sapin 2 de 2016 qui a rendu obligatoire à partir de certains seuils la mise en place de programmes de compliance et d'emploiement de responsables de compliance. On voit bien dans ce qu'on recrute qu'au début c'était des juniors, aujourd'hui c'est des personnes qui sont beaucoup plus solides et qui sont capables d'appréhender avec 15 ans, 20 ans d'expérience, capables d'appréhender ces sujets-là avec une vision globale, stratégique, holistique de l'ensemble des problématiques pour vraiment mettre en place et décliner les programmes de compliance de façon efficace et faire évoluer l'organisation. Et pour répondre à votre question sur l'articulation éthique, compliance, selon les organisations, les mots n'ont pas le même sens. Chez Thales, par exemple, il y a un directeur de l'éthique. Dans une autre organisation, ce serait appelé directeur de la compliance parce que le directeur de l'éthique était en charge de la gestion de la corruption qui était le problématique principal de Thales. Et vous savez ce que fait Thales, je ne vais pas vous le dire. Donc, selon les groupes, c'est l'éthique appartient à la compliance ou la compliance appartient à l'éthique. Mais quelque part, l'éthique, ce sont des valeurs, la compliance, c'est le programme et les processus qui permettent de s'assurer du respect des valeurs et du respect des normes et du respect de la réglementation au sein de l'organisation. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la compliance aujourd'hui, c'est pas uniquement des process, c'est maintenant une évolution stratégique de ces sujets-là qui embarque la compliance dans l'organisation, dans la stratégie, dans la réflexion, pour qu'il y ait de moins en moins besoin de process. On se rend aussi compte avec ces premières années d'application que c'était trop contre-productif. Et en même temps, ça correspond aussi à une évolution de la maturité des dirigeants. De plus en plus viennent d'organisations qui ont été épinglées. Un certain nombre de gros groupes ont payé des amendes records. Et donc, quand vous faites partie de ces organisations et que derrière, vous avez un monitoring avec un représentant du DOJ américain, donc du juge américain qui va vérifier plein de choses, et à marche forcée, la société est obligée de mettre en place un certain nombre de choses beaucoup plus rapidement qu'elle ne le mettrait en temps normal. C'est vrai que ça vous sensibilise, si vous avez eu des entretiens, des audits, etc., ça vous sensibilise à ces sujets, et quand vous changez de groupe, vous avez envie de préempter le sujet avant que ça n'arrive au groupe. Donc ça fait aussi bouger les lignes, et on voit dans les personnes qu'on recrute la différence entre les directeurs généraux qui ont été dans des groupes sensibilisés et les directeurs généraux qui n'ont pas encore été et qui disent que ça n'arrive qu'aux autres. Nous, on n'a pas de problème de corruption. J'ai fait une mission d'organisation dans un groupe coté, 90% à l'international, coté ailleurs qu'en France en plus. Et ah non, mais nous, on n'a pas de corruption dans le groupe. Quel président, quel DRH peut dire qu'il n'y a pas de corruption avant d'avoir vérifié que personne n'est exonéré, quoi. Il peut y avoir une criminalité pénale. Et malheureusement, encore. Donc l'anticipation. Oui, la prévention. La prévention, l'anticipation, et on voit bien quand on définit des profils et on dit mais il faudrait qu'ils reportent à tel ou tel le secrétaire général ou le DG et non pas qu'il soit N-4 à la direction juridique. Et on voit bien quand on réussit et que le DG derrière nous dit « Ah, je comprends pourquoi vous nous disiez qu'il fallait que la fonction soit mieux positionnée ». Et on voit la différence de candidats, et derrière, on discute avec eux 1 an, 2 ans, 3 ans derrière, et ils sont contents parce que justement, c'est pas du process, c'est au contraire quelqu'un qui a fait évoluer l'organisation, évoluer les mentalités, mais avec une hauteur de vue et une intelligence de situation dans sa relation avec les opérationnels
qui permet vraiment de faire adhérer les dirigeants en premier lieu et les opérationnels en cascade au programme, et donc ça devient de plus en plus fluide parce que c'est vu avec une hauteur de vue, enfin c'est appréhendé avec une hauteur de vue. Et effectivement, c'est là où les administrateurs ont aussi un rôle à jouer dans son contrôle, dans les questions à poser et dans son suivi. Et ils ont un rôle important à jouer en termes de gestion des risques. La compliance, c'est avant tout du management du risque. Et donc les administrateurs, ils sont en première ligne sur ce management du risque. Et c'est ce que je dis toujours, c'est le conseil d'administration qui détermine la stratégie. Alors c'est le COMEX qui prépare, mais c'est le conseil d'administration qui détermine la stratégie et qui donne les moyens à la direction générale de mettre en œuvre la stratégie. Donc c'est pas la même chose de dire que le conseil d'administration dise l'an prochain, je vous demande d'augmenter le chiffre d'affaires de 3%, mais c'est zéro tolérance, corruption, atteinte aux droits humains, atteinte au harcèlement, etc. Ou bien l'an prochain, vous augmentez votre chiffre d'affaires de 3%, mais je ne veux rien voir, rien écouter, rien signer. Donc c'est vraiment le conseil d'administration qui doit donner le là. Et c'est lui qui donne ensuite les moyens à la direction générale. Donc là aussi, c'est dans les moyens qu'il donne à la direction générale que ça va transparaître. Et c'est là aussi qu'on va avoir des programmes qui sont cosmétiques, où le conseil d'administration va dire bien sûr, c'est zéro tolérance, mais derrière, ils ne donnent pas les moyens. Et on le voit aussi dans les personnes qu'on recrute. Si c'est un N-4 d'une fonction, c'est qu'il n'y a pas les moyens. Et la personne n'aura pas la légitimité ni la crédibilité. Donc là aussi, où est l'éthique de l'organisation s'il n'y a pas les moyens derrière? Si c'est faites ce que je dis parce que je fais, c'est pas éthique, c'est pas compliant. Et donc l'entreprise se met en risque. Donc c'est avant tout du management du risque. Management du risque, et c'est vrai que là on parle des sociétés cotées, mais dans les sociétés familiales que je suis, il m'est arrivé plus d'une fois à un moment donné de me rendre compte que même le mot risque n'était même pas dans le vocabulaire de ces entreprises, et quelque part elles se sentaient au-dessus de tout cela, et le jour où ça arrive, c'est juste l'effondrement. Donc l'anticipation, l'organisation, et puis la volonté du conseil, la volonté des dirigeants effectivement d'aller dans cette direction-là. Et donc, parce qu'on recrute aussi des directeurs des risques, et j'ai discuté avec un certain nombre pendant cette pandémie qui disait on avait appréhendé la pandémie dans la cartographie des risques globaux de l'entreprise. Sauf qu'on disait t'es un vilain petit canard, ça n'arrivera jamais, un oiseau mauvais augure, ça n'arrivera jamais, donc zéro risque. Comme on dit, le pire, malheureusement, on arrive toujours, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc c'est aussi une question de responsabilité des administrateurs et une responsabilité de conseil. Et justement, c'est un sujet qui a été évoqué hier dans la promotion, puisque Dominique de la Garandrie était présente. Et cette responsabilité, on a vu que ces dernières années, elle a évolué et qu'elle est beaucoup plus étendue. Il y a des fois, pas avec humour, des fois quand je discute avec certains administrateurs qui siègent dans des comités d'audit et dont les présidents de comités d'audit se disent, mais enfin, quelque part, est-ce que c'est pas dangereux de prendre un poste d'administrateur de comité d'audit? Et d'ailleurs, justement, est-ce qu'il ne va y avoir une dissociation de la responsabilité du comité d'audit, puisque c'est un sujet qui est quand même encore évoqué. Donc, cette question de la responsabilité, elle a été déjà posée à un certain nombre d'intervenants, mais ça nous intéressait effectivement aussi d'avoir votre avis. Et quand on voit aujourd'hui tous les contentieux qui existent sur différents sujets, que ce soit de la fraude, de la corruption, sur la question de vigilance, est-ce qu'on ne risque pas de passer dans un avenir plus ou moins proche d'un stade où, plutôt que d'être sur une obligation de moyens, on serait sur une obligation de résultat? Oui, mais je ne veux pas être de mauvaise augure, donc je ne veux surtout pas dire, et je pense qu'il ne faut pas que ce soit ça non plus, parce que sinon il n'y aura plus d'administrateur. Et en même temps, plus ces sujets-là seront appréhendés en prévention, en amont de toute la réflexion stratégique et de toute décision, et plus l'organe collégial assumera une responsabilité, et moins il y aura de responsabilité individuelle, parce que l'organisation aura mûri. Donc, j'espère qu'on ne va pas s'orienter vers une obligation de résultat, parce que déjà aujourd'hui, quand les administrateurs réalisent la responsabilité qu'ils peuvent avoir sur ces sujets-là,
qui est non seulement une responsabilité civile, mais aussi une responsabilité pénale, il y a des personnes qui ne veulent plus être administrateurs, ou en tout cas qui font, et on voit dans le recrutement d'administrateurs, qui posent vraiment énormément de questions, pour ne pas dire qu'ils font un audit de l'entreprise avant d'accepter leur mandat d'administrateur. Donc là aussi, le fait que l'entreprise appréhende ces sujets et préempter et mise en place un programme de compliance avec une équipe de compliance officer solide et que vraiment l'organisation est mûrie sur ces sujets-là, va permettre aussi d'attirer de bons administrateurs, conscients des risques, mais aussi conscients du fait que cette entreprise a préempté les risques et a mis en place une organisation qui améliore la prévention et la gestion du risque. Et quelque part, enfin c'est pas quelque part, c'est cette prévention et cette gestion du risque est aussi un élément qui améliore la compétitivité et qui améliore la performance de l'entreprise. Parce que avant d'être du process, tous ces sujets-là, c'est avant tout une amélioration de l'organisation pour s'assurer que tout ce qui est fait est bien fait, correctement, qu'il n'y a pas de process qui se contredisent l'un l'autre, que toute décision est mûrement réfléchie et que le process est en place pour qu'elle soit mûrement décidée. Et donc, c'est de l'efficience de l'organisation avant tout. Et on voit bien un certain nombre de sujets qui remontent de failles dans le système par les audits de compliance et de gestion des risques. Et donc, ces failles-là disparaissent au fur et à mesure de la mise en place du programme et de la maturité de l'organisation. Donc, qui est gagnant dans tout ça? C'est l'organisation, c'est l'entreprise, ce sont ses dirigeants, ce sont les opérationnels, et avec des modes de fonctionnement de plus en plus fluides. Donc là, aujourd'hui, il y a un certain nombre de groupes qui disent que ça bloque le business et il ne faut surtout pas. Donc c'est pour ça que moins il y aura de process et moins ça bloquerait. Et plus il y aura de prise de conscience et donc de mentalité et moins il y aura de process. Mais on est dans une étape intermédiaire où il faut aussi que les mentalités changent. C'est comme la règle des quotas, il faut bien mettre en place des choses pour que les mentalités changent. Elles ne changent pas toutes seules. Mais au fur et à mesure, ce sera un peu bon. Donc plus de ressources, plus de compétences et puis plus d'anticipation pour faire en sorte que ça soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus efficace et pour faire en sorte que les entreprises soient effectivement prêtes à faire face à un risque potentiel parce qu'on ne sait jamais effectivement ce qui peut arriver. Alors, un autre sujet qui est évoqué dans le livre, c'est la question de la diversité. Alors c'est vrai que les questions de diversité, quand on écoute la presse, quand on lit les journaux aujourd'hui, c'est un mot qu'on voit très souvent, peut-être de manière peut-être un petit peu trop large. Dans le livre, vous consacrez aussi un certain nombre d'informations, de témoignages sur la composition des conseils, à la fois quand on regarde aujourd'hui, et moi je le vois aussi dans les conseils, et on en a parlé un petit peu hier sur la diversité des profils, on a quand même des profils assez classiques, assez conventionnels, et donc vous qui effectivement dans votre carrière aujourd'hui rencontrez aussi des entreprises qui effectivement sont assez classiques sur ces questions-là. Comment est-ce que vous voyez un fonctionnement d'un conseil d'administration qui est composé uniquement de profils classiques, avec souvent la présence d'un président directeur général qui est omniprésente et qui ne laisse pas forcément liberté aux administrateurs de s'exprimer. Est-ce qu'on peut avoir des conseils qui fonctionnent avec de la collégialité et puis un esprit que je qualifierais d'équipe? Comment est-ce possible? C'est l'espoir. Tous les conseils ne sont pas bloquants et en même temps, je confirme complètement ce que vous dites, qu'effectivement, il y a un grand nombre de conseils où le président est omnipotent, surtout dans les groupes familiaux où il recrute le frère, la belle-sœur, pour avoir des noms, des prénoms, je dirais même, et surtout ne se veut pas être ennuyé. Et moi, je me souviens de certains conseils d'administration où le président appelait les
les administrateurs la veille en disant bon, alors demain on vote ceci, on est surtout là pour déjeuner ensemble après et le conseil se passe très vite. J'ai aussi vécu des conseils d'administration où on y était à 8h du matin et on finissait à 20h le soir et où vraiment on était dans le dur et où il y avait de la confrontation, mais c'est aussi ce qui fait la richesse du conseil d'administration et la réalité de la décision qui est prise derrière, avec des intérêts qui sont soit des intérêts de l'État, soit des intérêts étrangers, soit des intérêts contradictoires, et il faut arriver à un consensus. Mais c'est ça l'intérêt d'une collégialité, justement, et que derrière, la décision soit la bonne. Donc, il ne faut surtout pas avoir des prête-noms pour ne pas être embêté. Il faut au contraire remettre en cause le statu quo, et c'est ça qui fait avancer l'organisation. Et dans un des conseils où j'étais, il y avait notamment un ancien directeur général qui avait été là 7-8 ans après, et un ingénieur, et qui disait « Vous avez pensé à ça? Vous avez pensé à ça ?» C'était chez Jacques Plus, donc les cartes à plus, donc il fallait vraiment connaître les trucs. Et c'était brillant, parce que les personnes avaient beau connaître les sujets, lui, il avait l'historique en plus, il était passionné, et il avait l'historique. Donc la richesse de la constitution d'un conseil d'administration est vraiment clé pour être sûr que les décisions soient bien prises. Alors, quel type de compétences, à votre sens, il manque aujourd'hui dans le conseil? Alors, comme vous dites, les conseils d'administration, ils sont hyper classiques avec des directeurs généraux et des directeurs de la stratégie et des directeurs financiers. Donc c'est ça qu'on retrouve le plus au sein des organisations. Ce qui est en train d'évoluer, c'est la contribution du moment avec le digital. Donc, vous voyez un certain nombre de personnes qui ont ce background digital et qui sont prises avec des très bons mandats d'administrateurs dans un certain nombre de groupes, parfois des groupes classiques, mais qui se rendent compte qu'il faut qu'ils fassent cette révolution. Et puis, selon les organisations, les autres profils sont aussi en train de poindre. Donc, il y a des profils environnement, évidemment, dans un certain nombre de groupes dans lesquels ces sujets-là sont vraiment clés, dans l'industrie lourde, dans l'industrie lourde, notamment. Et il peut y avoir aussi des profils internationaux. Alors, des profils internationaux, ça c'est clair. Moi, j'étais en train de réfléchir à des profils de compétences, mais des profils internationaux, ça c'est clair, de plus en plus. Et aussi, en fonction de l'évolution du centre de gravité de l'entreprise, vous aurez des profils asiatiques, vous aurez des profils africains, vous aurez des profils sud-américains qui vont vraiment enrichir le conseil. Et puis en termes de compétences, ce que je vois aussi, c'est dans des groupes qui ont été, par exemple, qui ont des vraies problématiques, ce sont des fonctions juridiques. Alors, il y a qu'un groupe qui a un directeur, qui a un administrateur compliance avec Sylvie Candide-Beaupuis. Enfin, plus exactement, il n'y a qu'un directeur de la compliance qui a des mandats d'administrateur plutôt, mais chez Alstom, donc on comprend pourquoi. Mais en revanche, il y a quelques directeurs juridiques qui prennent ces fonctions parce que les présidents ont aussi besoin d'être accompagnés dans leur prise de décision de certains des réflexes, et on voit aussi une évolution des mentalités qui rejoint ce qu'il en est dans les groupes anglo-saxons, où ces fonctions sont les numéro 2 dans l'organisation et où le président ne fait rien sans son directeur juridique. Avant la finance. Oui, avant la finance, absolument. C'est vraiment le bras droit, le general counsel au sens anglo-saxon du terme, est beaucoup plus influent, important, et encore une fois, même un particulier ne fait rien sans appeler son avocat. Donc, on est en train d'évoluer, on n'a pas de la judiciarisation, et heureusement, il faut l'appréhender au sens conseil et non pas au sens contentieux. Et la dimension humaine aussi. Et la dimension humaine, il n'y a encore pas beaucoup de DRH qui sont dans les conseils d'administration, très peu. Mais c'est pareil, et c'est la même chose pour les directeurs juridiques, et j'en parle régulièrement avec les présidents, qui me disent « mais j'ai pas besoin, j'ai un DRH, j'ai un directeur juridique ». Et je leur dis « oui, mais vous avez aussi un directeur financier. Et vous avez pourtant des financiers qui viennent d'ailleurs. Et c'est justement ce 109 et cette autre façon d'appréhender les sujets qui est riche dans un conseil d'administration. Et on n'appréhende pas, on n'a pas la même posture. Et vous qui avez des rôles opérationnels aujourd'hui dans des groupes, le fait d'être administrateur dans des groupes, il ne faut surtout pas avoir votre posture d'expert, de directeur financier, de directeur je ne sais quoi,
quand vous allez prendre un poste d'administrateur, un mandat d'administrateur, il faut vraiment changer de posture, ouvrir vos horizons avec cette autre personne que vous êtes en tant qu'administrateur du groupe. Alors oui, je pense qu'il y a eu pas mal de travaux sur la posture et l'enrichissement, etc. C'est quand même un conseil, effectivement, va fonctionner de manière efficace et ça sera effectivement beaucoup plus facile pour lui de fonctionner collégialement s'il y a un partage d'expertise, un partage de connaissances et aussi beaucoup de bienveillance. Alors, je crois qu'on a juste effleuré quelques chapitres de cet ouvrage-là, qui était très riche. Je ne sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose avant qu'on demande à l'audience de s'exprimer, s'il y a quelques remarques, quelques questions à vous poser. Ce livre, c'est un peu guide pratique de la façon dont on peut améliorer le fonctionnement et l'organisation du conseil, avec toute une partie sur les jeux de pouvoir, sur le rôle des uns des autres et sur la façon dont un conseil peut s'améliorer et peut mettre en place un certain nombre de choses pour bien travailler ensemble. Donc c'est un vrai guide pratique. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a envisagé. C'est surtout pas un guide théorique, c'est vraiment pratique avec des exemples, avec des façons de faire gagnantes. Alors pourquoi donner, je dirais par ça, pourquoi donner du souffle? Parce que le souffle c'est ce qui anime, et donc c'est ce qui permet de faire évoluer, c'est la dynamique qui fait bouger les lignes. Julie, merci. Est-ce que quelqu'un souhaite poser des questions? Merci, en tout cas, de nous accueillir et d'être notre marraine pour notre promotion. Je suis honorée. J'ai une question, vous avez parlé tout à l'heure d'éthique, puis de compliance, d'éthique de valeur et compliance au niveau process. Je trouve qu'il y a une dimension dont on n'a pas abordé, c'est quand on parlait de posture, ce sont le comportement. Qu'en est-il des comportements au sein de la gouvernance? Il dépend tellement des organisations. Et en même temps, le là est donné à la fois par le président du conseil et par le directeur général ou le président directeur général s'il a les deux casquettes. Et le comportement, il doit être exemplaire. C'est pour ça tout à l'heure que je disais qu'un programme cosmétique avec une apostrophe est contre-productif et même aggravant pour les autorités qui sont amenées à vérifier si le programme existe et s'il est réel. Parce que si vous vous rendez compte que, et j'ai encore eu l'exemple ce matin dans un groupe où le Chief Compliance Officer est épuisé parce qu'il prêche le fait de mettre en place de la compliance, il fait des formations avec le directeur juridique, avec le directeur financier, etc. Mais derrière, les dirigeants n'appliquent pas, ne sont pas exemplaires. Donc comment voulez-vous que les équipes adhèrent si derrière c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais? Donc le comportement, il est exemplaire de là haut vers le bas et du bas vers le haut. C'est vrai. Et il y a un président de groupe qui disait j'ai pas 17 compliance officers, j'en ai 60 000. Parce que chacun, dans son action, doit être compliance officer de son action. Et donc quelque part, c'est pour ça que j'ai envie de dire, avant d'être du process, c'est d'abord du comportement, pour reprendre votre terme, de l'éthique, donc de l'application des valeurs, et donc du sens donné à l'action, parce que si on sait pourquoi il faut aller dans cette direction-là, on n'ira pas dans une autre. Tout le monde n'a pas envie de corrompre volontairement, tout le monde n'a pas. Mais là aussi, il faut avoir le courage de faire évoluer les rémunérations variables et que le directeur commercial qui a des objectifs, eh bien, on reconnaisse aussi qu'il a renoncé à tel super contrat qui pouvait mettre en risque l'organisation en termes de corruption ou d'autres choses. Et donc, il faut que sa rémunération soit aussi assise sur le potentiel qu'il aurait pu avoir s'il avait déclenché, s'il avait perçu ce contrat, s'il avait signé ce contrat, mais aussi la chance d'avoir renoncé à signer ce contrat pour ne pas mettre l'entreprise en risque. Et c'est pareil pour l'évaluation variable, sur la non-discrimination, sur les droits humains, enfin, sur tous les sujets de compliance, sur les conflits d'intérêts. Et la gouvernance et la compliance. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer?
Écoutez, un grand merci encore.